Salutations spéciales à vous, messieurs et dames. Bienvenue dans cette émission Entretien, une émission au cours de laquelle nous allons recevoir pour vous Maître Faye Kanza. Maître Faye Kanza, c'est d'abord un analyste politique, mais aussi président d'une ASBEL dénommée Fraternité et Congo. Fraternité Congo est une ASBEL qui lutte pour le valeur Congo comme atout du développement. Avec lui, nous allons donc parler de cette journée du 24 mars, une journée commémorative pour le fait président où les Bakongo en particulier et les Congolais en général pensent au fait président Joseph Kasavubu. Et donc, sur ces plateaux, à la présentation, je ne serai pas seul, nous allons présenter cette émission avec un confrère, c'est donc Pacifique Mwanda, à qui déjà je dis bonjour Pacifique. Bonjour Godino. Merci beaucoup. Et donc, nous allons recevoir Maître Faye Kanza. Comme je l'ai dit tantôt dans cette émission, Maître Faye Kanza est devant nous, à qui nous disons également bonjour Maître. Bonjour cher journaliste. Merci d'être venu surtout. Merci pour l'invitation. Voilà, vous êtes président de l'ASBEL, bien sûr, qu'on appelle la Fraternité Congo, mais aussi vous êtes analyste politique. Quelle analyse faites-vous sur le remaniement ou sur la publication du gouvernement Samadé? Merci pour la question. Je pense que c'est l'actualité actuellement. Je pense que c'est un gouvernement, je dirais, de combat. Et je crois que c'est une nouvelle formule des warriors, à mon sens. Le président Félix Tshisekedi, là, il veut tout simplement affûter les armes par rapport à la guerre à l'Est et aussi tenter un peu de redynamiser l'économie nationale. Donc je vois les choses sous ces deux aspects, particulièrement avec l'entrée de deux figures de proue, le président de l'UNC, Vital Kamerhe, comme vice-premier ministre en charge de l'économie, et le président du parti MLC comme vice-premier ministre en charge de la défense nationale. Je crois que stratégiquement, le chef de l'État veut lancer un mot auprès des rebelles qui continuent entre guillemets des terroristes, parce que vous savez que le mouvement MV3 a été déclaré un mouvement terroriste, et le chef de l'État, je pense que là, il lance vraiment un signal fort par rapport à l'insécurité à l'Est. Et donc, en connaissant bien M. Jean-Pierre Bemba, qui est pratiquement un ancien rebelle, il maîtrise le terrain, il a conduit la rébellion sous l'appui de l'Ouganda, on connaît, donc il maîtrise bien le champ de bataille à l'Est, il maîtrise aussi la question sécuritaire. Je pense que le chef de l'État a voulu quand même une personnalité de sa taille et qui maîtrisera aussi la situation. En ce qui concerne l'économie, on voit également que la situation telle qu'elle est, avec des incertitudes économiques, notamment liées à quelques perturbations de la monnaie nationale face à la devise américaine, donc les fluctuations de taux d'échange. Je pense que le président Vital Kamerhe, qui est aussi un économiste de renom et d'une compétence aussi avérée, fait son entrée dans l'actuelle équipe, et le chef de l'État veut également stabiliser aussi le cadre macroéconomique par l'arrivée de son excellence Vital Kamerhe. Après, il y a tout ce qu'on peut appeler le stratagème de la gestion de l'opinion publique, notamment le ministre François Kaboulo Mwana Kaboulo. Vous avez aussi, je vois quelques figures au niveau du plan, Madame Toulouka. Donc je pense qu'en gros, le chef de l'État veut redynamiser et lancer un signal fort par rapport à la guerre à l'Est. Mais en même temps, nous sommes en période, je dirais pratiquement électorale. Il n'a pas voulu se débarrasser des grands ténors aussi de l'Union sacrée, à mon sens. Donc, l'UDPS qui tient le bateau avec l'entrée du ministre Peter Kazadi, donc on voit que c'est aussi l'aile dure, en fait, la base qui s'est fait représenter, la base de l'UDPS qui s'est fait représenter par le ministre Peter Kazadi, connu comme être aussi étant de l'aile radicale. Donc on voit que le chef de l'État veut aussi contrôler
le territoire national parce que c'est aussi de la compétence du ministre de l'Intérieur et aussi le chef de l'État en période électorale veut renforcer par un juriste de chevronné aussi, Maître Peter Kazadi, le processus électoral. La gestion de province également, je crois que le ministre Peter Kazadi, c'est quelqu'un aussi qui maîtrise bien, il a été au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, député provincial, il maîtrise bien aussi la problématique de province. Je veux ici insister sur le ministre Pouela. Je pense que c'est quand même du côté de nous, au Congo central, c'est un maillot fort au niveau de l'Union sacrée, c'est l'un des premiers arrivants au niveau de la plateforme Union sacrée. Le chef de l'État, à mon sens, ne veut pas se débarrasser de lui pour, en fait, en termes de stratégie, conserver quand même un rayonnement au niveau du Congo central. Et vous voulez dire que Pouela, c'est les poids lourds au Congo central? Je ne veux pas dire que c'est le poids lourd, mais c'est l'un des éléments, si vous vous débarrassez de lui, c'est l'un des éléments qui peut perturber la popularité du chef de l'État au niveau du Congo central. Parce que quand on parle du Congo central, c'est aussi la ville de Matadi. Vous n'allez pas négliger quelqu'un qui a fait successivement 3 fois député et jusque-là, il garde quand même un rayonnement au niveau de la ville de Matadi. En tout cas, le Congo central, le chef-lieu de la ville de Matadi, le chef-lieu de Matadi, c'est quand même un échantillonnage en termes de baromètre de popularité. Qu'en est-il de Modéron Timba, ministre Modéron Timba qui venait de sortir? Le président de la République s'est débarrassé de lui puisqu'il n'a pas une popularité derrière lui au Congo central? Je ne pense pas. Je pense qu'il est très ancré au niveau de Mwanda, c'est un député national, mais je me dis, ça c'est le pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Je n'ai pas de commentaires là-dessus. Voilà, je ne vois pas que lui qui est député, l'honorable Modéron Simba, c'est aussi une personnalité qui compte pour la province du Congo central. Donc là, je pense que c'est la libre appréciation de l'autorité suprême qui est le chef de l'État. Je n'ai pas de commentaires là-dessus. Revenons sur la journée du 24 mars. S'il vous plaît, vous avez dit, allez-y. Une question. Maître Faye, vous avez dit que Maître Fabrice Pouela, c'est une grande personnalité qui rayonne au Congo central. Est-ce qu'il faudrait donner un poste par rapport à ce qu'on voit et non par rapport à ce que la personne a donné? Je ne dis pas non plus qu'il n'a rien donné, mais si vous pouvez évaluer ce qu'il a fait pendant cette période qu'il a assumé ses ministères. Alors, je ne veux pas me faire son porte-parole. Je crois qu'ici, je suis analyste politique. Mais le problème ici, je fais une lecture politique de la publication du gouvernement. Vous m'avez présenté comme analyste politique. Et je me dis, dans une équipe gouvernementale, ça tient compte des poids politiques. Et les facteurs qui concourent à analyser un poids politique, c'est pas ce que vous dites. C'est pas nécessairement parce qu'on a eu à réaliser ça. Non. Le poids, ça tient compte de plusieurs paramètres. Voilà la popularité. Il est indéniable que quelqu'un comme lui qui a fait 3 fois, je crois, la députation provinciale, nationale, pardon, et aujourd'hui, c'est quand même l'un des combattants de l'Union sacrée. Il était vraiment dans les premières heures de combat pour faire vaciller la rupture FCC cash. Et donc, ça se gratifie aussi en politique. Mais au-delà de ça, j'ai cru aussi voir quelques signaux forts de son Excellence Fabrice Pouela. Il a mené des travaux sur la justice transitionnelle. Et ça, il faut saluer. Au moment où il y a la problématique de l'indemnisation ou les victimes de la guerre à l'Est, ça se pose encore. En tout cas, lui, il a quand même initié de travaux sur la justice transitionnelle et ça donne quand même de bons signaux. Il a défendu avec brio la problématique de la violation des droits de l'homme au niveau des instances internationales. Je ne veux pas ici étaler quand même plusieurs de ses réalisations à la tête de ce ministère, à Genève, dans plusieurs forums internationaux. Donc je pense qu'on peut quand même être fier de lui. Néanmoins, ici, il ne s'agit pas de parler de lui comme ministre des droits humains. J'ai parlé de lui plutôt comme
un né Congo, nous sommes la fraternité Congo, je parle de lui comme une de valeur. Okay. Je ne renie pas par contre aussi la valeur sur de l'honorable Modero. Okay. Des grâces, bon, c'est avec regret. On aurait souhaité qu'il soit là parce que quand même il a été efficace. On a vu comment il a redynamisé quand même le potentiel touristique de la République démocratique du Congo, avec des ateliers, avec de forums à Lubumbashi et par-ci par-là. Voilà. Ok, la dernière question. Et les autres croient que c'est une manière pour le président de la République de réparer les causes juridiques, les préjudices. Qu'est-ce que je dis? Donc, le président de la République a voulu réparer les préjudices causés à M. Vital Kamerhe par rapport à ce qui s'était passé avec les procès 100 jours, et aujourd'hui il est vice-premier ministre. En tout cas, je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir ce que le chef de l'État a pensé. Mais je puis dire ici que il y a eu l'accord de Nairobi. D'accord? Vous savez, l'accord de Nairobi, où l'UNC et l'UDPS se sont entendus qu'ils feront une rotation à la tête du pays. Et à la suite de ça, il y a eu quand même quelques incompréhensions entre deux formations politiques, l'UDPS et l'UNC. Et par après, s'en est suivi le procès 100 jours. S'en est suivi également l'acquittement. Et aujourd'hui, c'est le retour en force dans l'appareil de l'État, je veux dire. Ça, à mon sens, je peux dire qu'il pourrait y avoir des concessions politiques. C'est-à-dire que le président Vital Kamerhe, à mon sens, peut-être il a abdiqué à réclamer ou à revendiquer l'application de l'accord de Nairobi. Et donc, en contrepartie, tu soutiens ma candidature au second mandat et ça se passe comme ça. Sur la responsabilité pénale, pour dire qu'il serait impliqué, je ne peux pas commenter parce qu'il y a déjà l'acquittement, il y a une décision judiciaire. Ça, en tout cas, je ne peux pas commenter là-dessus, mais avoir son retour dans l'appareil de l'État, l'entrée dans l'équipe gouvernementale, ça montre effectivement qu'il y a eu des concessions politiques, tenant compte de l'élément que je viens d'évoquer tout à l'heure, l'accord de Nairobi. Et c'est aussi un allié stratégique pour le chef de l'État de bien gérer la guerre à l'Est, parce que le président Vital Kamerhe, c'est un maillot fort, c'est quelqu'un qui maîtrise bien les enjeux de l'Est aussi. Voilà, revenons sur la journée du 24 mars pour parler du fait président Joseph Kasavubu, Maître Faye Kanza, président de la fraternité Congo, président de la fraternité Congo. Pouvez-vous nous retracer en quelques mots le parcours du fait président Kasavubu? En tout cas, en quelques mots, je peux vous dire que le président Kasavubu, c'est un digne fils né Congo. C'est un ancien président de la République de 1960 à 1965. Il est né en 1917 à Dizi, à Tchela. Le président Kasavubu fait ses études primaires d'abord à l'école, à la mission catholique de Kizu, toujours dans le Tchela, en 1925. Et il faut mentionner ici que c'était un élève très brillant. D'accord ? Et à l'époque, quand vous êtes très brillant, les élèves brillants étaient plus présélectionnés, avoir une orientation, je dirais, petit séminaire, être préparé à la prêtrise. Et donc, il intègre de 1927 à 1939, il intègre le petit séminaire de Matakela, toujours dans le Tchela, ok, et il évolue au niveau de petit séminaire. Il termine, très brillant toujours. Il faut mentionner ici que il va rejoindre la philosophie. Alors la philosophie ici, le président Kasavubu sera inscrit au grand séminaire de Kabwe. Grand séminaire de Kabwe, c'est au Kasaï. Alors il y réside, il commence à étudier, il trouve des condisciples comme Abbé Malula. C'est l'un des condisciples du président Kasavubu au grand séminaire. Il n'était pas seul, il y a aussi un jeune Moké, il y a Michel Nimi, il y a aussi Jacques Machsa, qui par après aussi vont basculer dans la politique.
Alors, très brillant, même au grand séminaire, le président Kasavubu, un peu toujours d'un caractère révolutionnaire, il a eu quelques incompréhensions avec le prélat catholique au grand séminaire de Kaboué. À la base, en fait, pour le président Kasavubu, il y avait une forme de discordance, d'accord, entre l'attitude des missionnaires catholiques à l'époque et l'enseignement évangélique qu'il donnait. Et un peu révolutionnaire, il faisait toujours un peu une forme de remise en cause, en disant, bon voilà, je vous vois un peu vous comporter de la sorte, en même temps vous nous enseignez ceci. Et à la suite de ces incompréhensions, Monseigneur Van Donven, c'est lui qui créa de problèmes au président Kasavubu pour lui demander que ta place n'était plus ici. Et avant que ce Monseigneur puisse avoir ses propos durs vis-à-vis du président Kasavubu, il y a eu aussi des incompréhensions avec celui qui était son encadreur spirituel. Ok? C'était le père Auguste Séverins. Il avait toujours de problèmes avec ce prélat catholique. Et donc, ça a mené à ce qu'on puisse dire, bon, évidemment, ta place n'est plus ici. Il quitte donc le grand séminaire, il entre dans le monde professionnel, mais déjà, il va commencer à se former comme moniteur. Nous sommes là aux années 40. Les années 41, il intègre l'administration coloniale comme fonctionnaire et chargé de finances, fonctionnaire. Et c'est là, justement, ça va amener à ce qu'on puisse quand même lui coller cette étiquette de beau gestionnaire. Vous comprenez? Parce qu'il était déjà fonctionnaire à l'administration coloniale. Il était vraiment chargé de finances. 1942, il travaille, il intègre la société Agrifort, Agriumbe, la société forestière agricole à Lemba. Là-bas, par contre, il éveille aussi cet esprit révolutionnaire parce qu'il avait des problèmes aussi de salaire avec les Belges qui dirigeaient cette société. Et lui commençait en fait à revendiquer. Vous comprenez? Il commençait un peu à revendiquer. Et de cette revendication, lui est venue l'idée. Et il dit comme ça à ces Belges qui géraient cette société, mais de quel droit vous avez possédé ce sol ici? De quel droit vous exploitez nos forêts? De quel droit, pendant que vous êtes en train d'exploiter nos sols, et plutôt nos forêts, mais vous nous payez mal? Et c'est là où justement, par après, lorsqu'il va rejoindre l'association des élèves des frères chrétiennes, il sera là-bas avec les Bolikango, il va, au cours d'une conférence, on lui donne la parole, à la suite de ces injustices sociales qu'il a connues, notamment quand il était employé, il va tenir un discours, une conférence, il prendra en fait plusieurs heures, où il va développer sur le concept du droit de premier occupant. Il faut ici signaler que ce qui a fait de Mbouta Kasavubu une personnalité révolutionnaire vis-à-vis de Belges, là, il n'est pas encore président de la BACO, il n'est pas encore président de la République, il n'est même pas encore bourgmestre de Dendal. Dendal, c'est la commune de Kasavubu à l'époque, il n'est même pas encore élu bourgmestre. C'est d'abord, je peux dire, une personnalité de type syndicaliste. Il n'était pas encore, mais je parle en termes de revendications sociales, salariales, etc. Mais il fait germer un concept qui l'a amené jusqu'à la lutte pour la libération nationale. Le droit du premier occupant. Il dit, mais ces gens ici nous maltraitent, ces gens ici nous payent mal, ces gens ici exploitent nos forêts, nos richesses, mais alors que nous sommes les premiers occupants. Et de là, il est donc repéré par le cercle des intellectuels, des évolués, les Bolikango et autres, les Ngaluola et les Ileo, mais il est repéré comme un intellectuel, comme quelqu'un qui peut quand même apporter quelque chose au niveau de ce cercle-là. Mais à la différence, il n'opte pas à rejoindre les autres là, qui étaient des évolués catholiques, les Bolikango, les Ngalula et les Ileo. Il reste, lui par contre, il rejoint
un mouvement créé par Mbuta Nzezalandu, les Mbuta Kanza et les Mbuta Kingotolo, l'Abako. De l'autre côté, il y a eu le mouvement de conscience africaine, mené par les évolués catholiques, tels que le Mbuta Ngalula, Ileo et Bolikango. Lui, par contre, il rejoint l'Abako. Alors, il est élu à la tête de l'Abako le 21 mars 1954. D'accord? Il est élu à la tête de l'Abako le 21. L'Abako, vous connaissez, c'était une association culturelle, d'accord? Et qui, par après, s'est muée en parti politique. L'Abako, association culturelle, association Débat Congo. Au début, c'était pour promouvoir la culture, la langue et la culture Congo. Et donc, il rejoint l'Abako. En rejoignant l'Abako, le concept du droit de premier occupant, cher au président Kasavubu, est récupéré par l'Abako. Et je peux vous dire, c'était le leitmotiv de la lutte de l'Abako. Pourquoi? Ça va générer l'idéologie fédéraliste. Parce que c'est grâce à ce concept-là que l'idéologie fédéraliste va prendre corps au sein de l'Abako. Pour dire que, écoutez, pourquoi nous, on ne peut pas aussi créer la République du Congo central? Et ça crée maintenant une fondre. Les Belges trouvent à l'Abako un parti séparatiste, un parti sécessionniste. Vous comprenez? Un parti séparatiste, un parti sécessionniste. Et commence alors la lutte des Belges contre l'Abako pour étouffer l'Abako. Mais, puisque le mouvement prend corps à Kinshasa, à Léopoldville notamment, je peux vous dire, les élections du 8 décembre 1957, l'Abako rafle la majorité des conseillers communaux dans la ville de Kinshasa. Et donc, ça renforce encore la popularité du président Kasavubu. Ça renforce encore la popularité du président Kasavubu. L'Abako rafle 133 sièges sur le total de 170. Vous comprenez donc, c'est une majorité écrasante avec 84%. Vous comprenez? Et donc, l'Abako contrôle Léopoldville. Et ça commence à inquiéter les Belges. Le président Kasavubu est donc élu bourgmestre de Dendal. Ok? Et donc, les Belges commencent à voir que ce monsieur-là, il faut le contrôler. Mais, lors, je dirais, de son installation en tant que bourgmestre de Dendal, bourgmestre de Kasavubu, aujourd'hui la commune de Kasavubu, le président Kasavubu tient un discours. C'était donc le 24 avril 1958. Il tient un discours, il dit: la démocratie n'est pas un privilège pour les citadins, mais aussi pour le peuple. Alors là, du coup, les Belges comprennent que c'est lui-ci. Là, pendant ce temps, on ne parle pas encore de Mbuta Lumumba. Je dois préciser cela. Donc, vous comprenez que dans le parcours, quelqu'un de calme... Le Lumumba n'existait pas encore. Bon, je ne veux pas dire que le Lumumba n'existait pas encore. C'est la notoriété. Sur la notoriété. Pourquoi? Parce que, tel que je vous ai peint la situation, nous sommes déjà en 58, mais d'ailleurs avant 58, lorsque l'Abako tient une déclaration, j'ai oublié un détail, le 23 août 1956, l'Abako fait une déclaration de l'indépendance immédiate. Pendant que le Bolikango et les autres, vous savez, vous connaissez bien l'histoire, il y a eu le plan Van Bilsen. C'est un professeur belge. Lui, il proposait l'indépendance de 30 ans. Qu'on prépare encore les cadres congolais à se familiariser aux responsabilités. Le président Kasavubu dit niet. Et donc, il conduit sous son leadership. L'Abako pour faire une déclaration qui était en réalité une contre-déclaration du mouvement de la conscience africaine. Pourquoi? Parce que Bolikango, Ngalula et autres, et ils avaient épousé la thèse du plan de trentenaire du professeur Van Bissen. Le président Kasavubu et les autres, le Mbuta Kanza, le Mbuta Nzezalandu, ils se réunissent, ils tiennent une déclaration, ils disent, nous c'est l'indépendance immédiate. Et donc, ça fait aussi la popularité de Mbuta Kasavubu. Là c'est en 1900... Nous sommes en 1956.
Donc, c'était d'ailleurs avant les élections du 8 décembre 1957, les élections communales. Les élections communales du 8 décembre 1957, c'était en fait le test de la majorité que se réclamait la Bako dans Léopoldville, parce que c'était une ville majoritairement de Bakongo. Et donc, le président Kasavubu tient une déclaration du 23 août 1956, l'indépendance immédiate. Là, Lumumba ne fait même pas mention encore de l'indépendance. D'accord? Lumumba ne fait même pas encore mention de l'indépendance. Lumumba, d'ailleurs, il revenait de Bralima où il était un peu arrêté à Stalinville. Il a été libéré, etc. C'est pas par mépris, mais je suis en train d'expliquer comment, parce qu'il s'agit de la journée du président Kasavubu. Oui. Et voilà, il viendra à la suite. Je crois qu'on peut se relancer là-dessus. Voilà, Pacifique Mwanda, si vous avez une question, avant que nous puissions évoluer, bien sûr. Voilà, j'ai déjà noté, il a dit qu'il avait l'esprit révolutionnaire. Alors, partons de ce que vous avez dit, ce qu'a incarné ces grands hommes. C'est contrairement à ce qu'on présente, c'est quelqu'un de mou, c'est quelqu'un de craintif, mais vous voyez déjà de sa jeunesse. Non, vous avez... Attends que je pose ma question. Allez-y. Vous l'avez déjà anticipé, c'est pas la question que je vais poser. Je voulais juste ouvrir une brèche. Il n'y a pas de problème. L'esprit révolutionnaire, il voulait que les autochtones aient un peu une considération, mais aujourd'hui, c'est vrai, on est en train de parler de ces grands hommes, de ces grands messieurs. Apparemment, il n'a pas préparé une succession. Oh, moi, je dirais, vous savez, les grands hommes, qui sont en réalité des grands esprits. Ça va? Souvent, ils sont incompris de leur combat. Et donc, il s'agit de la progéniture, de s'approprier leur mémoire, de tirer les valeurs qui ont incarné leur lutte pour en fait perpétuer l'espèce ou le sens de ce combat. Si nous disons qu'il n'a pas préparé, mais allez-y comprendre, il va connaître un coup d'État, d'accord? Et il décide de se retirer de la politique, et de là, il va décéder dans son Tchéla natal. Que dire de plus? Est-ce que ceux qui étaient avec lui dans la Bako avaient-ils compris le sens de son combat? Avaient-ils compris ou perpétué, continué la lutte? C'est la question. Nous ici, aujourd'hui, qui sommes de la nouvelle génération, nous disons que c'est en dehors d'être un héros national, parce que c'est incontestable, c'est une figure politique majeure, dont les valeurs doivent être enseignées aujourd'hui. Je dis, dans les partis politiques, toutes tendances confondues, des partis unitaristes tout comme fédéralistes, à travers le pays. Parce que le parti politique a également comme vocation d'éduquer les militants ou les adhérents. Et donc, les idées du président Kasavubu, qui doivent être récupérées comme une doctrine politique, je dirais même du kassavubisme, notamment lié par rapport à la gouvernance, la bonne gouvernance, par rapport à la lutte, l'intransigeance de la libération nationale. Il n'avait pas intransigé. À la différence de Lumumba, lui, il était un fin diplomate, un peu comme Mandela. Parce qu'on a eu aussi à critiquer le président Mandela. Comment nous, on a été torturés, matraqués par les Blancs, mais toi, tu acceptes de te réconcilier avec les Blancs. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud est ce qu'elle est. D'accord? Vous comprenez? Donc, c'est grâce à la diplomatie ou à la sagesse diplomatique du président Mandela. Et aujourd'hui, est-ce que la nouvelle génération s'approprie de l'esprit ou du sens de combat du président Kasavubu? Mais parle-nous d'abord des valeurs qu'incarnait réellement le président Kasavubu. Très bien. Aujourd'hui, s'il faut parler en termes de valeurs, je peux dire, premièrement, les valeurs nationalistes. Les valeurs nationalistes. Le président Kasavubu était un vrai nationaliste. Pendant qu'il prônait le fédéralisme ou le droit du premier occupant. Ça, c'est un contrario. Non, ce n'est pas un contrario. Il faut ici bien comprendre le droit du premier occupant face aux colons. Ok.
Nous sommes ici dans la lutte. Entre Congolais. Très bien, très bien, très bien. Vous comprenez? Ouais, ouais. Nous sommes ici dans la lutte pour l'indépendance nationale. On va pas faire, on va pas mener une lutte pour se débarrasser des Congolais. C'est frais. Donc, un nationaliste. Et en plus, un nationaliste intransigeant. Pourquoi? Parce qu'il réclame l'indépendance immédiate pendant que les autres réclamaient le processus du plan trentenaire de Van Bilsen. Mais ça ne s'arrête pas là. Encore un autre nationaliste, parce que je dirais le président Kasavubu, lorsqu'il y a la sécession du Sud Kasaï, la sécession du Kasaï. Rappelez-vous, nous obtenons l'indépendance le 30 juin 1960. Quelques jours après, 4 juillet 1960, il y a la mutinerie de Tisville. Les militaires se rebellent, se mutinent à Tisville, ici à Mazaou. Ils disent que les politiciens nous ont trompés, on croyait qu'on allait remplacer les Blancs, nous allons devenir des officiers, etc., supérieurs. Eh bien, on se mutine. Mais ça, je vous dis, ça fait partie des erreurs du Patrice Emery Lumumba. Je ferme la parenthèse. Maître Fall, il y a trop de littérature. Vous risquerez même de nous embrouiller, s'il vous plaît. Allez-y. Il y a trop de littérature. La question que mon confrère vous a posée, oui, c'est sur les valeurs qu'incarne réellement. Voilà. J'étais en train d'ailleurs. La personne du Kasavubu. Oui, si vous me laissez le temps, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de littérature, mais je fais de. Nous courons derrière le temps. Oui, bon. C'est puisque vous ouvrez trop des brèches. Voilà. Oui, non, parce que une question. Oui, parce que pour moi, je veux vous présenter le président Kasavubu comme nationaliste, non pas de manière théorique, mais vous confrontez à la vérité de l'histoire, c'est-à-dire au fait. Vous comprenez? Et c'est là où vous dites la littérature. Non, je vous dis telle valeur par rapport à tel fait historique. Telle valeur par rapport à tel fait historique. Alors vous ne voulez pas que je retrace l'histoire. Je saute alors. Mais nous n'aurons pas toute une voilà, journée pour d'accord, retracer merci. Valeur nationaliste, premièrement. Deuxièmement, le président Kasavubu, c'est un bon gestionnaire. C'est-à-dire valeur d'intégrité et de probité. Ok? Il y a aussi une autre valeur, c'est-à-dire un fait diplomate pour la cause nationale. Vous avez l'intransigeance, c'est-à-dire la détermination à défendre la cause nationale. Et ça, notamment à la table ronde, lorsqu'on négocia l'indépendance, c'est quelqu'un qui a vraiment été intransigeant pour dire que débattons de la date. Et on pourra revenir à une autre mission pour parler de la conférence consultative que proposait le président Kasavubu, parce que pour lui, on devait aller vite pour qu'on obtienne l'indépendance. C'est un fin pacificateur. Je dis valeur de paix. Il était un pacificateur. Le président Kasavubu était un pacificateur. Une autre valeur, c'était un démocrate. D'accord? C'était un démocrate parce qu'il pensait que le pouvoir devait provenir du peuple. Et ça aussi. Évidemment, il y a plusieurs valeurs, mais je peux quand même vous citer voilà, ce que je viens de vous dire. Une autre question, parce que vous aurez la parole. Que reprochez-vous de la politique du fait président Kasavubu? Puisque vous avez aussi voulu parler des erreurs, vous avez beau vanter bien sûr les faits président à Kasavubu. Mais est-ce que reprochez-vous réellement quelque chose de sa politique? Moi, personnellement, là, je suis vraiment président de la Fraternité Congo. Hein, comme nous avons comme objectif de promouvoir les valeurs Congo et les personnalités qui ont fait la fierté de notre communauté. Je veux vous dire une chose. Ce que je reproche au président Kasavubu, honnêtement parlant, c'est de ne pas avoir pris au sérieux la menace que représentait le lieutenant-colonel Mobutu. Lui qui était enfin politicien, je me dis, par plusieurs actes, il aurait dû comprendre que ce monsieur représentait une menace contre son pouvoir. Et donc, pour moi, il n'a pas été assez stratège
n'ayant pas peut-être compris les enjeux de l'époque et que le Belge, les Occidentaux voulaient absolument propulser le lieutenant-colonel Mobutu à la tête de l'État. Voilà, donc je pense que ça fait partie de ces erreurs, sinon il ne serait pas sorti de la fenêtre comme il a été. Donc, Pacifique Mwanda, il y a une question. Oui, que direz-vous à ceux qui pensent que le fait Joseph Kasavubu était un poltron, un peureux, mais aussi il a participé en fait, il a été complice à l'élimination de son frère Patrice Emery Lumumba. La première question. Il fut impéré. Il fut impéré, je dis non. Pourquoi? Parce que les événements du 4 janvier 1959 ayant conduit à l'indépendance de la République démocratique du Congo, ces événements se sont produits sous le leadership du président Kasavubu. D'accord? Donc, le voir comme un peureux, je dis non. Il allait tout simplement, même si à un moment il avait calmé les esprits, mais il a tenu. Il a tenu bon. Et un peureux, en tout cas, doit avoir crainte de son arrestation. Lui, par contre, il a fait face à l'arrestation. Il était recherché le 5 janvier. Il a été arrêté. Donc, je me dis, l'idée qu'il était, il n'avait pas peur d'affronter l'autorité coloniale. Je pense que les gens qui disent cela confondent son attitude de fin diplomate, d'accord, avec la peur. Il n'était pas peureux, mais il était un fin diplomate. La preuve même, le jour de la proclamation de l'indépendance, les discours qu'il a tenus, ça, les historiens doivent comprendre, ce n'était pas un discours peureux. Mais par contre, lui s'est projeté déjà dans la réconciliation avec l'autorité belge, de manière à ce que la séparation ne soit pas brutale avec l'autorité coloniale, mais que ça soit une séparation apaisée, parce qu'il faut le reconnaître, nous étions impréparés. Il n'y avait pas une préparation. Donc lui, en réclamant l'indépendance immédiate, voyait aussi une séparation apaisée. Nous sommes à séparer, mais en même temps, il y a une forme de partenariat avec l'ancienne métropole. Donc, puisqu'il n'y avait pas une préparation, c'est ce qui avait fait que sa gestion soit aussi chaotique, selon ce que disent les autres en termes de réalisation. Il a géré le pays pendant 5 ans, mais en termes de réalisation, il n'a rien laissé. Ça, c'est les autres. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Non, mais il faut leur confronter l'histoire. Il part, il laisse la monnaie nationale. Aujourd'hui, si on parle en termes de bilan, il part. Il n'a pas touché à la caisse de l'État. Il laisse une situation stable qui, par après, va se déringoler. C'est pas lui à la base. Donc lui, il part, il laisse la stabilité. Mais la mutinerie de Tisville, c'était pas lui juste après la proclamation de l'indépendance. Et la situation qui s'est empirée par après 1965, c'est pas lui. La zaïrianisation, c'est pas lui. Les tissus économiques étaient pratiquement détériorés. Et vous savez à la base qu'aujourd'hui, la décadence, si nous connaissons la décadence, en dehors des pillages de 90, mais il y a aussi la zaïrianisation. Mais le président Kasavubu n'y était plus. Mais les empreintes qu'il a laissées, les empreintes. Mais rappelez-vous, à cette époque-là, nous sommes en 60, en 65. Les actions palpables. Les actions palpables. Je ne veux pas commencer à vous citer tel bâtiment, telle route, etc. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais je peux vous dire, de 60 à 65, le président Kasavubu laisse une situation stable. Je n'ai pas de données chiffrées jusque-là pour vous dire, il a laissé la monnaie nationale comment, la santé économique, c'était comment, il a construit autant de kilomètres, ça, je n'ai pas de chiffres, je dois être honnête intellectuellement, mais la situation, au moins, elle était stable. Merci. Et si aujourd'hui, nous connaissons tout ce que nous connaissons, ce n'est pas de ce 5 ans-là. Il faut signaler que c'est après 5 ans
que la situation a commencé à s'empirer. Merci beaucoup, Maître Faye Kanza. Dans son discours du lundi 29 juin 2020, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parlé de l'élévation du fait président Joseph Kasavubu au rang des héros national. Et ça fait débat, trop de polémiques là-dessus. Pourquoi Lumumba au rang d'héros national, il est célébré, mais par contre, il y a Joseph Kasavubu qui a été également élevé, mais qui n'est pas célébré jusqu'à donc la journée du 24 mars n'est toujours pas chômé payé. Je crois que là, c'est un débat qui devait se passer au niveau institutionnel. Hein? La volonté du chef de l'État y a été affichée. Il a déclaré, proclamé le président Kasavubu héros national. Ça ne se discute pas au regard de faits historiques qui sont incontestables. Maintenant, je dois vous rappeler ici, il fallait attendre le président Félix Tshisekedi pour que le président Kasavubu soit élevé à ce rang. C'est triste pour le parcours de notre histoire. Tout simplement pourquoi? Parce que les différents régimes politiques qui se sont succédés avant, c'était des régimes pro-lumumbistes. Il faut le dire, ouvertement. Mobutu, lumumbiste. Mouzé, lumumbiste. Le président Kabila Joseph, aussi lumumbiste. Donc, il faut ici saluer cette reconnaissance du président Félix Tshisekedi à l'endroit de notre héros national. Je pense que c'est un débat qui se passe au niveau institutionnel. Ça reste peut-être juste la formalisation pour qu'on puisse connaître cette journée, qu'elle soit effectivement une journée fériée. Et c'est là où justement une interpellation à l'endroit des députés ou des élus nationaux né-Congo, pas seulement né-Congo, le Congolais d'une manière générale, parce que la personnalité du président Kasavubu n'appartient plus seulement au Bas-Congo, c'est une personnalité nationale, je dirais même panafricaine, de prendre le relais et de faire le suivi, de voir tout ce qui est processus institutionnel qui reste, notamment la promulgation, la modification de la loi sur la catégorie Kabila Lumumba, parce qu'on ne peut pas accepter que le président Kasavubu soit considéré comme chevalier dans cette catégorisation, mais on aimerait également qu'il soit considéré comme catégorie Kabila Lumumba Kasavubu. Et ça, les députés nationaux doivent prendre le relais, et aussi le chef de l'État en tant que président de la République, c'est aussi, je pense, son souci, parce qu'il a fait une déclaration, il a proclamé, mais cela maintenant doit se traduire par des actes institutionnels pour que nous puissions corriger aussi cette injustice. Le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, journée fériée, mais pour le président Kasavubu, la journée n'est pas fériée. C'est quand même nous sommes presque à la fin de cette émission. Déjà. Peut-être ta toute dernière question, et puis je reviendrai aussi pour une question et une sous-question avant de mettre fin à cette émission. Pacifique, voilà, j'aimerais juste avoir des précisions. Vous aviez dit que le président Joseph Kasavubu a rejoint l'ABACO. Oui. Il n'était pas le père fondateur de l'ABACO. Non, il n'était pas le père fondateur. Merci bien. C'était juste cette précision. L'éclaircissement. Non, il n'était pas le père fondateur. L'ABACO a été créé par Mbuta Nzezalando. Ok. D'accord. C'est Mbuta Nzezalando qui est le fondateur. Bien sûr, il y a eu les autres cofondateurs par après. Le président Kasavubu n'était pas le fondateur. Mais, je peux vous dire, à la suite de son rayonnement, de son leadership, de son dynamisme, et aussi le concept qu'il développa, le droit du premier occupant, ce côté un peu révolutionnaire, et son intelligence aussi, diplomatique. Les autres leaders au sein de l'ABACO se sont dit, écoutez, c'est vraiment la personne qu'il nous faut. Et ils ne se sont pas trompés. Parce qu'il a bien conduit l'ABACO à bon port jusqu'à obtenir l'indépendance. Ça, peut-être c'est la dernière, s'il vous plaît. Oui. Pourquoi alors, vous, les jeunes qui viennent aujourd'hui, ne pas chercher à vous inscrire à l'ABACO pour essayer un peu de relever ces partis politiques, mais vous cherchez les jeunes politiciens? Non,
non, c'est ceux qui viennent aujourd'hui, qui incarnent l'esprit de ces grands hommes qui a vécu pendant longtemps, renforcer un peu de ces côtés-là au lieu d'aller à l'ordre dispersé. Il y a un problème avec l'Abako. Hein. L'Abako d'aujourd'hui, c'est pas l'Abako de Mbuta Kasavubu, de Mbuta Nkanza, de Mbuta Nzezalandu, de Mbuta Kingotolo, de Mbuta Batikama, de Mbuta Filbert Uluyeye, de Mbuta Arthur Pinzi. C'est de Mbuta Mwanda Vital. C'est un autre Abako avec à la tête le président Matousila. Je pense il y a un problème. On doit soit refondre cette machine politique et mettre en place des stratégies pour attirer les jeunes. Faire comprendre aux jeunes qu'il faut faire renaître ou relancer un nouveau leadership Congo qui pourrait peser face aux enjeux nationaux. Parce que l'Abako a produit le président Kasavubu, l'a propulsé comme président de la République, mais est-ce qu'aujourd'hui l'Abako, tel que dirigé par le président Matousila, l'honorable, est-elle capable, je parle d'une organisation politique, est-elle capable, avec sa structuration, sa mobilisation, ses différentes adhésions, de nous produire demain après-demain s'il faut peser ou de lancer un candidat aux élections présidentielles et d'avoir la présidence de la République? Ça fait débat. Je pense que c'est actuellement, les jeunes ne sont plus attirés parce que l'Abako d'aujourd'hui ne rayonne plus comme l'Abako de 1960. Et donc il appartient aux animateurs de l'Abako d'aujourd'hui de diversifier de stratégies et peut-être de créer un autre cartel politique qui ferait adhérer des énergies des autres leaders né Congo pour avoir une grosse machine politique. Au lieu de commencer... Mais c'est vrai qu'il y a toujours des nostalgiques qui pensent que l'Abako d'aujourd'hui rayonne toujours comme l'Abako de 1954 jusqu'à 60. Je pense que c'est pratiquement différent. La journée du 24 mars de chaque année aujourd'hui, au Congo central surtout, c'est devenu une journée où les gens organisent des cultes d'action de grâce. Plusieurs personnes font de cette journée un fonds de commerce. Ça suffit réellement pour commémorer la mémoire du fils Kasavubu? Permettez-moi, avant de répondre à votre question, je voulais juste prendre la deuxième partie de sa question. Il semble que le président Kasavubu est accusé d'être l'assassin ou les complices de l'assassinat. Je reviens. Non, c'est très important. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, si vous lisez, je peux vous amener quelques ouvrages, des rapports des CIA, ok, qui ont été versés par la commission belge sur l'assassinat du Patrice Lumumba. Il y a eu des documents secrets qui ont été révélés, notamment les rapports de la CIA, qui citent nommément les personnes impliquées à l'assassinat du Premier ministre Lumumba. Le président Kasavubu n'y était pour rien. Et peut-être, je peux vous dire que l'ancien Premier ministre Moïse Tshombe et l'ancien directeur de l'ANER à l'époque, Victor Nendaka, pouvaient bien vous éclairer par rapport à cette question. Donc je clôt la parenthèse. Alors, la journée du 24 mars 1960, plutôt 2023, ou la journée du 24 mars. De chaque année. De chaque année. Je pense que c'est une interpellation à notre gouvernement et même à la communauté Congo d'une manière générale. Au lieu de se limiter à des cultes d'action, des cultes de requiem, etc., je pense qu'on doit aller plus loin. On doit aller plus loin avec des matinées de sensibilisation, avec des colloques, des activités socioculturelles, genre des conférences, d'accord, genre des animations socioculturelles, d'accord, dans les mouvements associatifs, des jeunes, des ONG et même des partis politiques, parce que aujourd'hui le 24 mars, quel est ce parti politique? Même pas d'origine Congo ou créé par un leader né Congo, mais des partis politiques d'une manière générale qui organisent des matinées, je dirais même des matinées scientifiques ou des animations socioculturelles au sein d'un parti politique pour éveiller la jeunesse, enseigner
les valeurs du président Kasavubu. Parce qu'on va commencer à aller à l'église, on va déposer des jambes de fer et puis ça s'arrête là. Non. Mais en plus de ça, je vais ici lancer un appel aux autorités de la province et de la ville de Matadi de penser quand même à ériger un monument à l'endroit du président Kasavubu ici à Matadi. C'est bien d'avoir un monument à Boma, mais la ville de Matadi, c'est quand même un chef-lieu de la province. On n'a pas un monument. On n'a pas un monument du président Kasavubu. On peut avoir un monument à la place 24 novembre. Ça sera quand même une bonne chose pour la mémoire. Pour la mémoire, les élèves passent. Même vous qui êtes les élèves passent, ne fût-ce que par un enseignement symbolique. Quand les élèves passent, voient le monument du président Kasavubu, ils peuvent commencer à s'interroger. On peut commencer à donner des devoirs aux enfants, ne fût-ce que par ce monument. Il n'y a pas de grandes artères dans la ville de Matadi. On a un stade de Lumumba, c'est bien, mais une grande infrastructure de la province qui comporterait le nom du président Kasavubu, ça ferait quand même une grande, je dirais, interpellation. On a l'université Kasavubu, mais ça ne suffit pas à mon avis. La réalisation va nous accorder 2 minutes. C'est la toute dernière question pour cette émission. Plusieurs fois, vous avez demandé aux partis politiques de pouvoir enseigner aux jeunes, aux politiciens, aux membres de leur parti politique, le valeur, les idées, l'idéologie, les kasavuboutismes. Les kasavubismes. Les kasavubismes. Voilà. Quel parallélisme faites-vous sur la gestion du fait président Kasavubu et la gestion de l'actuel gouverneur du Congo central, le docteur Guibandou Ndungidi, dont vous étiez aussi porte-parole lors de sa campagne pour qu'il devienne gouverneur? Voilà, merci pour la question. Je pense que, je savais que tu allais en arriver là. Comment ça? C'est une émission pratiquement de Mouta Kasavubu, mais je m'en cache. Je suis l'un des collaborateurs de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Guibandou Ndungidi, l'un de ses lieutenants. En tout cas, j'ai combattu et je continue toujours à être l'un de ses collaborateurs. Je suis flatté et je suis tout à fait, je dirais, j'assume mon choix, qui était un choix de conviction pour les soutenir. Le parallélisme que je fais, c'est notamment sur l'aspect bonne gouvernance et la rigueur dans la gestion. Je vous dis, son Excellence, c'est un fervent défenseur de l'orthodoxie financière. Pour lui, l'argent de la province, il ne faut pas y toucher, et cet argent doit être dépensé conformément aux normes. Ça, c'est un élément très important. Le deuxième élément, ou l'une des qualités également, c'est un fin diplomate. Regardez comment il conduit, il stabilise la province avec sa forte diplomatie et qui débouche sur la cohésion provinciale. Il y a maintenant une accalmie. Tout le monde se retrouve, il n'y a plus de tiraillements, sauf quelques frustrés et quelques insatisfaits, mais au moins la province est calme. Donc je pense s'il faut prendre seulement ces 2 valeurs, bon gestionnaire, en tout cas vous n'entendrez pas à mon sens parce que je reste convaincu de sa personnalité et de l'intégrité que son Excellence Guibandou est en train de nous présenter, parce qu'il va toujours garder cette même ligne. Mais, je vous dis, c'est un fin diplomate. Vous le dites sur base de quel fait? Je vous dis, actuellement, en ce qui concerne les finances publiques, vous n'entendez jamais parler d'une alerte, même venant de l'IGF, qu'il y a de malversations financières. Peut-être parce qu'on n'a pas encore contrôlé. Bon, justement, vous savez, parce qu'on n'a pas encore contrôlé, mais je vous signale que l'IGF maintenant fonctionne sous notre mode. Ce n'est plus de contrôle fréquent ou interopérationnel, mais il y a maintenant des patrouilles financières. Et le Congo central est toujours sous surveillance de l'IGF. Donc, au cas où il y aurait des alertes genre de malversation, je vous dis, ça saute directement. Et même vous, les journalistes, vous serez au courant. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission.
au cours de laquelle nous avons réussi pour vous, Maître Faye Kanza. Il est d'abord analyste politique, mais aussi président de l'ASBEL, la fraternité au Congo, INASBEL, qui lutte pour le Valais au Congo, qui, selon cet ASBEL, qui reste donc atout du développement de la province, mais aussi de la RDC, à qui nous disons merci d'être venu, Maître Faye Kanza. Merci pour l'invitation. Donc, nous sommes là en mode méditation pour cette journée. C'est une journée importante pour tous les Congolais. Et j'aimerais aussi en passant, même si ce n'est pas pour cette journée, mais je voulais lancer aussi un appel au maire de la ville de penser à Moutafu Kaonzola Feu, le patriarche, une grande personnalité pour le Bas-Congo et notamment pour la ville, de penser à un monument aussi, à la longue, de Feu patriarche Moutafu Kaonzola, même au rond-point Nzanza. Merci. Ça sera une bonne chose. Merci. À la présentation, je n'étais pas seul, j'étais accompagné de Pacifique Mwanda. Pacifique, merci. Le plaisir est partagé. Voilà, merci également à cette grande équipe technique. Donc, nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.